Les lustres des salons de réception d'Almack jetaient leur lumière cristalline sur le parquet poli en contrebas, chaque pampille facettée tremblant au gré des vibrations de 100 conversations, de 100 rires mesurés, de 100 murmures qui tranchaient plus nettement que n'importe quelle lame. C'était en février de l'an 1817, et derrière les hautes fenêtres, Londres gisait, gelée sous un ciel couleur d'étain, le froid s'infiltrant à travers le verre et la pierre pour s'installer jusqu'à la moelle de la ville. Pourtant, le froid du dehors n'était rien comparé au gel qui accueillit Miss Eleanor Hartley, alors qu'elle se tenait à la périphérie de la salle de bal, ses mains gantées jointes devant elle, avec une contenance qui lui coûtait plus que quiconque observant aurait pu l'imaginer. Elle portait une robe de soie bleu pâle, modeste dans son élégance, ni ostentatoire ni commune, et ses cheveux sombres étaient simplement coiffés, sans les arrangements élaborés que privilégiaient les autres jeunes dames présentes. Autour d'elle tourbillonnait la crème de la société, les filles de comtes et de vicomtes, les épouses d'hommes dont les titres remontaient à des siècles, leurs parfums se mêlant dans l'air chaud, rose et lavande, bergamote et jasmin, tandis que leurs robes murmuraient des secrets dans des étoffes valant plus que ce que la plupart des familles gagnaient en une année. Eleanor avait appris à se tenir très immobile dans de tels moments, à garder le menton droit et l'expression sereine, même lorsqu'elle voyait des dames se détourner délibérément à son approche, même lorsque les éventails se refermaient brusquement comme de petits actes de violence, même lorsque les regards glissaient sur elle comme si elle n'était qu'un meuble de plus, indigne d'attention ou de reconnaissance. Elle était la fille de Thomas Hartley, dont les navires inspiraient désormais le respect dans tous les ports, de Bristol à Bombay, dont la fortune récente dans le transport maritime avait acheté une introduction dans la société qu'aucune richesse ne pouvait rendre bienvenue. Le bon d'entrée pour Almack's avait été obtenu par la persévérance et des dons stratégiques, un ticket d'or qui promettait l'entrée mais ne garantissait en rien l'acceptation. Et Eleanor comprenait avec une clarté douloureuse qu'elle se tenait dans cette assemblée scintillante par tolérance, une étrangère autorisée à observer mais jamais à appartenir. Comme c'est curieux, pensa-t-elle, son regard balayant la mer de visages pâles et d'âmes encore plus pâles, que la soie et les bijoux puissent déguiser une telle pauvreté d'esprit. Mais cette pensée n'apporta aucun réconfort, seulement une conscience plus aiguë de sa solitude, et elle se surprit à se souvenir du visage de son père 3 semaines auparavant, lorsque le bon était arrivé, l'espoir dans ses yeux que sa fille pourrait trouver dans ces salles ce qu'il ne pourrait jamais lui donner, l'appartenance, l'acceptation, peut-être même un parti qui assurerait son avenir. Elle ne lui ferait pas honte en fuyant, n'accorderait pas à ses paons la satisfaction de l'avoir blessé, bien que chaque dos tourné et chaque commentaire murmuré, derrière des mains levées, frappât avec précision contre l'armure de sa dignité. Le froid du dehors semblait avoir trouvé son chemin à l'intérieur après tout, s'installant autour de ses épaules comme un châle importun, et Eleanor se tenait seule dans la foule, regardant les danseurs tourbillonner dans leurs figures élaborées, se demandant si tel devait être son lot, à jamais en marge, à jamais spectatrice, l'or marchand de son père ne se transformant pas en acceptation, mais simplement en une forme d'isolement plus coûteuse. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Lady Pemberton passa devant Eleanor avec la précision d'une manœuvre militaire, sa robe argentée captant la lumière des bougies alors qu'elle s'arrêtait juste à portée de voix. Sa voix portant jusqu'au petit groupe de débutantes réunies près de la table des rafraîchissements. « Je m'interroge vraiment sur les normes de nos jours, » prononça-t-elle, ces mots tombant comme des pièces de monnaie dans une eau dormante, créant des ondes qui se propagèrent dans les environs immédiats. Quand on peut acheter son entrée dans n'importe quel établissement de Londres,
On doit se demander si quoi que ce soit conserve encore sa juste signification. Ma foi, ma propre grand-mère aurait expiré de choc de voir les filles du commerce se mêler à celles de bonne naissance. L'accent mis sur le dernier mot était délicat, chirurgical dans sa cruauté, et Éléanore sentit le commentaire l'atteindre, alors même qu'elle gardait son expression soigneusement neutre, ses mains se crispant imperceptiblement dans ses gants. Elle avait rencontré Lady Pemberton 2 fois auparavant lors de rassemblements plus modestes, et chaque fois, la femme avait perfectionné l'art de reconnaître la présence d'Eléanore uniquement pour démontrer son insignifiance, un talent particulier qui semblait apporter à celle qui le pratiquait une satisfaction sincère. De l'autre côté de la salle, Miss Worthington aperçut Eléanore et exécuta une performance digne de Drury Lane, sa main volant vers sa poitrine, dans une consternation théâtrale, comme si elle n'avait remarqué l'approche d'Eléanore qu'au tout dernier moment, son corps reculant avec un dégoût si exagéré que ses compagnes se tournèrent pour observer la source de sa détresse. « Oh !» souffla Miss Worthington, la seule syllabe chargée de volume de mépris. « Je n'avais pas réalisé, c'est-à-dire, je pensais que vous seriez peut-être plus à l'aise près de l'autre zone. » Elle fit un vague geste vers un coin plus sombre de la pièce, sa signification cristalline malgré l'imprécision de ses mots. Eléanore s'arrêta de marcher, sa colonne vertébrale se redressant de plusieurs centimètres, et soutint le regard de Miss Worthington avec un calme constant. « Je suis tout à fait à l'aise ici, je vous remercie, » répondit-elle, sa voix égale et claire, et elle vit quelque chose vaciller sur le visage de l'autre femme, de la surprise peut-être, ou de l'irritation que sa pique n'ait pas fait couler de sang visible. Même les patronesses, ces arbitres de l'acceptabilité sociale qui lui avaient accordé le bon, la regardaient avec un dédain à peine dissimulé, leur conversation cessant à son approche, leur regard glissant sur elle comme si elle était faite de verre, transparente et facile à ignorer. Elles enveloppent leur cruauté dans de la soie et appellent cela du raffinement, pensa Éléanore, observant la danse élaborée de l'exclusion qui se déroulait autour d'elle. Elles ont perfectionné l'art de blesser sans jamais élever la voix, de détruire d'un regard ce que mon père a mis des années à construire. Elle se souvint de l'après-midi, 3 semaines auparavant, où le bon était arrivé, de la façon dont son père s'était tenu dans l'embrasure de son petit salon, le précieux papier tenu avec soin dans ses mains burinées, des mains qui avaient autrefois travaillé sur les quais avant que la fortune et le sens des affaires ne l'élèvent au-delà de ses origines. Son visage avait été transformé par l'espoir, par la conviction que ce petit rectangle d'approbation pourrait ouvrir à sa fille des portes qui lui resteraient à jamais fermées, qu'elle pourrait trouver parmi la bonne société ce qu'il n'avait jamais été autorisé à chercher, l'acceptation, l'appartenance, peut-être même une affection non teintée de considérations commerciales. Elle ne le trahirait pas, ne battrait pas en retraite devant ses paons avec leur fierté héréditaire et leurs mesures de valeur superficielle. Elle resterait ici, en marge de leur monde scintillant, et endurerait les blessures qu'il choisirait de lui infliger, maintiendrait sa contenance, même si chaque rebuffade et chaque commentaire murmuré creusait de petites entailles dans sa dignité, car fuir serait confirmer leur jugement, accepter leur évaluation d'elle comme étant inférieure, indigne, à jamais marquée par le péché d'être née d'un homme qui avait bâti sa fortune par le travail plutôt que par l'héritage. L'atmosphère de la salle de bal changea avec une précision si subtile qu'Éléanore la sentit avant d'en comprendre la cause. Un changement dans la qualité de l'attention, un tour collectif des têtes qui se propagea à travers l'assemblée comme une onde à la surface de l'eau. Les conversations ne cessèrent pas entièrement, mais baissèrent de volume, se teintèrent d'une qualité particulière de conscience
et même les musiciens semblèrent jouer avec plus de soin, comme si les notes elles-mêmes devaient être plus parfaites dans cet air soudainement altéré. Alexander Greystone, duc d'Ashworth, se tenait à l'entrée de la salle de bal avec l'autorité naturelle d'un homme qui n'avait jamais remis en question son droit d'occuper l'espace qu'il choisissait, et Éléanore se surprit à l'observer avec la clarté détachée que son isolement lui offrait, le voyant comme on étudierait un portrait dans une galerie, beau, distant, totalement séparé du royaume de la chaleur humaine ordinaire. Il avait peut-être 30 ans, grand et mince, avec le genre de traits aristocratiques qui semblait sculpté plutôt que formé par la nature, tout en lignes pures et angles vifs, ses cheveux sombres coiffés avec une perfection négligée, ses vêtements de soirée ajustés avec la précision que seuls les meilleurs tailleurs pouvaient atteindre. Il y avait en lui quelque chose de glacial, quelque chose qui suggérait le gel s'installant profondément dans la pierre, et Éléanore regarda la salle s'arranger autour de lui avec la déférence automatique accordée aux pouvoirs et aux titres anciens, les mères entremetteuses redressant subtilement la posture de leurs filles, les gentilshommes offrant de petites inclinations en guise de reconnaissance, l'air même semblant faire de la place pour son passage. Sa réputation le précédait comme un héros annonçant un roi. Le duc d'Ashworth, dont la lignée remontait au-delà de la conquête, dont l'orgueil était légendaire, dont la discrimination contre les nouveaux riches était si bien établie que sa présence à Almax, où les bons étaient accordés à quiconque ayant des fonds suffisants et un scandale minime, était en soi remarquable. Une condescendance que les patronesses chérissaient sans doute comme une validation de la pertinence continue de leur établissement parmi la véritable élite. Éléanore avait entendu les rumeurs à son sujet pendant ces brèves semaines à naviguer en marge de la société, avait appris qu'il assistait à peu de rassemblements, acceptait encore moins d'invitations, et avait repoussé chaque tentative des mères ambitieuses pour le décrocher pour leur fille, avec une froideur qui frisait la cruauté. Son regard parcourut la foule assemblée avec une efficacité dédaigneuse, glissant sur les visages et les formes comme pour cataloguer et rejeter d'un seul mouvement. Et Éléanore sentit le moment où ses yeux atteignirent sa position à la périphérie, sentit la brève pause alors que son attention s'accrochait à sa présence avant de continuer. Mais quelque chose la poussa à ne pas détourner le regard, un noyau de dignité tenace qui l'avait porté à travers les affronts accumulés de la soirée, et quand son regard revint vers elle, comme surpris de la trouver toujours en train de l'observer, elle le soutint directement, sans minauderie ni calcul, sans l'invitation minaudière qu'elle avait observée chez d'autres jeunes dames cherchant à capter l'attention masculine. L'espace de 3 battements de cœur, ils se regardèrent à travers l'étendue scintillante de la salle de bal, et Éléanore vit quelque chose vaciller dans son expression, une fissure capillaire dans la perfection marmoréenne de sa contenance, de la surprise peut-être, ou le léger réveil d'une curiosité qu'une chose ne se soit pas comportée comme prévu. Puis son attention passa, et il entra pleinement dans la pièce, et Éléanore relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, son cœur battant avec une force inexplicable contre ses côtes. « Ils sont de la même trempe », pensa-t-elle, le regardant accepter les salutations obséquieuses de ceux jugés dignes de son attention, tous deux seuls dans des pièces bondées, tous deux enveloppés dans une armure contre le monde. Mais là où son isolement avait été imposé par les circonstances de sa naissance et de sa fortune, le sien semblait choisi, délibéré, une forteresse construite de l'intérieur avec des murs conçus pour maintenir le monde à une distance permanente. Et elle se demanda quelle blessure avait pu enseigner à un homme né avec de tels privilèges la nécessité d'une telle garde. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la soirée à Almax. 3 semaines durant lesquelles Éléanore avait assisté à 2 autres rassemblements avec des résultats tout aussi décourageants.
et elle avait commencé à accepter sa position en marge de la société comme permanente lorsque la porte du bureau de son père s'ouvrit un après-midi gris de mars, et qu'elle vit son visage, vit la défaite inscrite sur ses traits dans des rides qui semblaient être apparues du jour au lendemain, le vieillissant d'une décennie en l'espace de quelques heures. « Eleanor, dit-il, et sa voix portait un poids qui la fit poser son livre et se lever immédiatement, traversant la pièce pour le rejoindre près de son bureau, sa main reposant sur une pile de correspondances, comme pour puiser de la force dans la solidité physique du papier et de l'encre. L'histoire émergea en morceaux fracturés. Son partenaire commercial, un homme en qui il avait eu confiance pendant 15 ans, avait mené des transactions sous le nom de l'entreprise sans autorisation, avait investi dans des entreprises qui frôlaient la criminalité, et maintenant le scandale menaçait de les engloutir tous, de détruire non seulement leur fortune mais aussi leur nom, de rendre Eleanor encore plus impossible à marier que ses origines marchandes ne l'avaient déjà fait. « Il y a un moyen, » dit son père, et elle entendit la honte dans sa voix, le dégoût de soi d'un homme forcé d'utiliser sa fille comme monnaie d'échange dans une transaction qui ne devrait jamais impliquer des cœurs humains. Un intermédiaire m'a approché hier, un avoué du nom de Pembroke qui s'occupe des affaires du duc d'Ashworth. Eleanor sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine à ce nom. Se souvenant de ses yeux gris d'hiver, de cette froideur aristocratique, du bref moment où leurs regards s'étaient croisés dans la salle de bal. « Le duc a besoin d'un héritier, » continua son père, ces mots venant plus vite maintenant, comme si la vitesse pouvait les rendre moins douloureux. Mais il a refusé toutes les débutantes qui lui ont été présentées, a clairement exprimé son mépris pour la nature mercenaire du marché du mariage. Pembroke a suggéré qu'un arrangement d'affaires pourrait être plus acceptable. Un contrat avec des termes clairs, un mariage de pure convenance sans la prétention d'affection ou les complications des attentes romantiques. Votre inclusion dans la société, la réputation de notre famille assurée par une alliance avec son nom, et en retour, il ne put finir. Mais Eleanor comprit ce qui n'était pas dit. En retour, elle fournirait les héritiers nécessaires, puis se retirerait dans l'existence séparée que le duc jugerait appropriée pour une épouse acquise par négociation plutôt que par cour. Le choc la frappa d'abord, qu'une telle proposition puisse même exister, que sa vie puisse être déterminée par un contrat aussi froid que ceux que son père signait pour des cargaisons. Mais le choc céda rapidement la place à quelque chose de plus complexe, une pesée de choix impossible. « Combien de temps ai-je pour réfléchir ?» demanda-t-elle, et le visage de son père se décomposa légèrement devant la fermeté de sa voix, devant le fait qu'elle ne pleurait, ni ne protestait, ni ne lui demandait de trouver une autre solution. « Pembroke exige une réponse d'ici la fin de la semaine, » répondit-il. « Eleanor, je ne demanderais pas cela s'il y avait un autre moyen, si je n'avais pas déjà épuisé toutes les possibilités, si l'alternative n'était pas la ruine complète. » Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la modeste place londonienne où se trouvait leur maison de ville, pensant à la perfection froide du duc, à son dédain évident pour tout ce qui touchait au commerce, et se souvint de ce bref moment où la surprise avait vacillé sur ses traits à son refus de détourner le regard. « Peut-être que sa froideur dissimule quelque chose, » pensa-t-elle, « une blessure ou une peur qui se manifeste sous forme de glace. »« Je le ferai, » dit-elle, se retournant pour faire face à son père, et elle vit le soulagement et l'angoisse se livrer bataille sur ses traits à parts égales. « J'épouserai le duc d'Ashworth, et je ferai face à tout ce que cet arrangement apportera avec toute la dignité que je pourrai rassembler, parce que vous m'avez tout donné, et je ne le verrai pas détruit. » La maison de ville londonienne du duc d'Ashworth possédait la même élégance austère que son propriétaire, tout en lignes pures et couleurs sourdes. Le salon dans lequel Eleanor fut introduite parlait d'une richesse si ancienne
qu'elle ne nécessitait aucune ostentation, sa beauté résidant dans une proportion parfaite plutôt que dans l'ornement. Et elle se sentit étrangement rassérénée par cette clarté d'intention, ce refus de la prétention qui semblait caractériser à la fois l'espace et l'homme qui se levait maintenant de près de la cheminée pour lui offrir une inclination d'une justesse si précise qu'elle aurait pu être mesurée à la règle. « Miss Hartley, dit-il, et sa voix portait la même distance froide dont elle se souvenait de ce bref moment à Almack's. Je suppose que Pembroke vous a expliqué la nature de cette rencontre. » Eleanor accepta le siège qu'il lui indiquait, arrangeant ses jupes avec un soin délibéré, utilisant ce petit geste pour se recentrer avant de croiser son regard directement. Il a expliqué que votre grâce cherche un mariage de convenance, un arrangement d'affaires qui vous fournirait des héritiers, tout en offrant à ma famille la protection de votre nom et de votre position. Quelque chose vacilla dans son expression, de l'approbation, peut-être, face à sa franchise. « Alors nous pouvons nous dispenser des courtoisies inutiles, » répondit-il, se déplaçant pour se tenir devant la cheminée. Sa posture suggérant un homme exposant des termes à un subordonné plutôt qu'un homme proposant le mariage à une femme. « J'ai besoin d'héritiers légitimes pour assurer la succession. En retour, vous porterez le titre de duchesse, disposerez du personnel de maison et des fonds que vous jugerez nécessaires, et après que les enfants requis auront été produits, nous maintiendrons des résidences et des vies séparées. Vous aurez une liberté totale dans vos activités, à condition d'éviter le scandale. Je ne demande que la discrétion et l'accomplissement de l'obligation dynastique. » La froideur de ces mots frappa Éléanor comme un coup physique, mais elle se sentit étrangement reconnaissante de l'honnêteté, de l'absence de faux sentiments qui auraient rendu l'arrangement plus douloureux dans sa tromperie. « Et qu'en est-il du respect ?» demanda-t-elle doucement, l'observant attentivement. « Je n'attends pas d'affection, votre grâce, et je n'entretiens pas de délire romantique, mais je demanderais un respect mutuel, une reconnaissance de notre humanité partagée, même au sein d'un arrangement aussi clinique. » Ses yeux se plissèrent légèrement, la réévaluant, et Éléanor vit l'intelligence vive derrière la froideur aristocratique, le vit mesurer ses mots par rapport aux attentes qu'il avait apportées à cette rencontre. « Vous êtes remarquablement calme pour une jeune femme, discutant de ce qui équivaut à un échange contractuel de sa personne, » observa-t-il, et il y avait presque comme de la curiosité dans cette déclaration. « Je suis pratique, votre grâce, » répondit Éléanor, soutenant son regard sans ciller. « Les circonstances m'ont appris que la survie exige parfois d'accepter des situations que l'on n'aurait jamais choisies et d'en tirer le meilleur parti par la clarté plutôt que par le sentiment. » Il la regarda en silence pendant un long moment, et Éléanor eut l'impression distincte d'être examinée comme on étudierait un tableau sous une lumière incertaine, cherchant des détails qui pourraient révéler des profondeurs inattendues. « Votre père a mentionné que votre mère entretenait de vastes jardins, » dit-elle, changeant de conversation avec une intention délibérée, « et que le parc de votre domaine de campagne comprend un jardin de la duchesse, qui était son projet particulier. J'avoue avoir toujours trouvé du réconfort dans la culture des plantes, dans la patience requise pour cultiver la beauté par une attention soignée. » Le changement en lui fut immédiat et sans équivoque. Un raidissement de sa mâchoire, une rigidité soudaine dans ses épaules, quelque chose comme de la douleur traversant ses traits avant que le masque de courtoisie froide ne se remette en place avec une force presque audible. « Ma mère est morte il y a 18 ans, dit-il, sa voix portant une finalité qui excluait toute discussion ultérieure. Le jardin ne vous concerne pas. Maintenant, si les termes vous conviennent,
Pembroke rédigera les documents nécessaires. Le mariage aura lieu dans le mois à mon domaine de campagne. Je ne vois aucun intérêt à prolonger les fiançailles, étant donné la nature de notre arrangement. » Eleanor se leva, comprenant que l'entretien était terminé, qu'elle avait d'une manière ou d'une autre touché un territoire trop douloureux, même pour cette négociation sommaire, et se dit que le duc d'Ashworth n'était pas froid du tout, mais plutôt un homme qui avait appris à geler son cœur pour se protéger d'une blessure insupportable. « Les termes sont acceptables, votre grâce, » dit-elle doucement, et elle vit quelque chose qui aurait pu être du soulagement ou de la résignation traverser ses traits avant qu'il ne sonne pour que le majordome la raccompagne, et Éléanor partit en sachant qu'elle venait d'accepter d'épouser un homme qui lui était totalement inconnu, un homme magnifique, comme une forteresse qui ne permettait aucune entrée, et elle se demanda si l'arrangement désespéré qui ferait d'elle une duchesse pourrait, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, devenir quelque chose de plus humain dans l'accumulation attentive des jours. Le mariage eut lieu un matin gris d'avril qui menaçait de pluie, le ciel pesant, bas et plombé, au-dessus de l'ancienne chapelle qui se dressait à la lisière du domaine de campagne du duc, ses pierres normandes sombres d'âge et d'humidité, et Éléanor remonta l'allée seule, son père étant retourné à Londres pour gérer le sauvetage de ses affaires, vers un homme qui attendait avec la même courtoisie froide qu'il aurait montrée à un associé, son expression ne révélant rien alors qu'elle prenait place à ses côtés et qu'il prononçait des vœux qui ressemblaient plus à une récitation contractuelle qu'à une promesse sacrée. La cérémonie elle-même se déroula dans un flou de latin murmuré et de parfums de vieil encens. Le petit groupe de témoins se composant principalement de parents éloignés du duc qui regardaient Éléanor avec des expressions allant de la curiosité au dédain à peine dissimulé, et elle sentit le poids de leur jugement, les calculs derrière leurs félicitations polies, lors de la réception sobre qui suivit dans la grande salle où les serviteurs avaient dressé un buffet impressionnant dont personne ne semblait enclin à profiter. Le duc resta à ses côtés tout du long, avec des manières impeccables et une absence émotionnelle complète, la présentant à divers parents dont elle oublia immédiatement les noms, leurs visages se fondant en une mer de traits aristocratiques qui ne contenait aucune chaleur, aucun accueil. Seulement la neutralité prudente de personnes assistant à une transaction qu'ils considéraient comme indigne de la dignité familiale. Et Éléanor se sentit totalement seule, bien qu'entourée de gens, bien que portant maintenant l'un des plus anciens titres d'Angleterre. Quand le soir vint et que les derniers invités partirent, le duc l'escorta jusqu'à ses appartements, une vaste suite décorée en bleu pâle et crème, qui aurait pu être belle si elle n'avait pas tant ressemblé à une cage dorée, et lui souhaita bonne nuit avec une inclination formelle avant de se retirer dans ses propres chambres dans une aile éloignée, la laissant affronter sa nuit de noces seule, avec pour seule compagnie sa nouvelle femme de chambre, et Éléanor s'assit à la fenêtre, regardant les terres sombres qu'elle pouvait à peine voir, et se demanda dans quelle sorte de vie elle s'était engagée. Les premières semaines de mariage établirent un schéma de distance si prudente qu'Éléanor aurait pu douter de l'existence de son mari si elle ne l'avait pas rencontré occasionnellement dans les couloirs ou ne s'était pas assise en face de lui au dîner, des repas pris dans un silence quasi total, rompu seulement par les échanges les plus nécessaires sur les affaires domestiques ou le temps, ses réponses à toute tentative de conversation authentique étant brèves au point d'être sèches, et elle apprit rapidement à cesser d'essayer, à accepter la réalité qu'elle avait bien épousé un homme qui avait l'intention de rester un étranger. Elle occupa ses journées à explorer le vaste domaine, à parcourir ses terres par tous les temps, à découvrir l'immense bibliothèque où elle pouvait se perdre dans les livres, et c'est au cours d'une de ces explorations qu'elle trouva le jardin clos, envahi par la végétation et négligé, son portail rouillé mais portant toujours une plaque de laiton sur laquelle on pouvait lire « Le jardin de la duchesse ».
et quelque chose en Éléanore s'émut à cette vue, à la preuve d'une autre femme qui avait autrefois porté son titre et s'était peut-être sentie également déplacée dans cette froide et belle prison de pierre et de tradition. « Je construirai une vie ici, » pensa Éléanore, debout parmi les rosiers enchevêtrés et les sentiers étouffés. Même si ce n'est pas la vie que j'aurais pu choisir, même si je dois le faire entièrement seul, je trouverai un but et peut-être même du contentement dans ces petites libertés qu'il m'a accordées. Et elle se retourna vers la maison avec une détermination renouvelée, ignorant que dans une fenêtre, haute au-dessus, le duc se tenait, observant sa petite silhouette parmi les ruines du sanctuaire de sa mère, son expression illisible, sa main pressée contre la vitre, comme pour atteindre quelque chose qu'il s'était convaincu de ne jamais pouvoir toucher. Éléanore commença à remarquer les petites incohérences au cours du premier mois de son mariage, des observations subtiles qui suggéraient que le duc d'Ashworth n'était peut-être pas l'aristocrate froid et sans cœur qu'il paraissait être en sa présence, et la première fissure dans cette perception survint lorsqu'elle le vit parler avec madame Henshaw, la vieille gouvernante qui avait servi sa famille pendant 40 ans. Son attitude s'adoucissait entièrement alors qu'il s'enquérait de ses rhumatismes et insistait pour qu'elle délègue les tâches les plus lourdes au personnel plus jeune, sa main posée avec douceur sur son épaule dans un geste d'une bonté si naturelle qu'Éléanore se retrouva immobile dans le couloir, observant cette lueur de chaleur qu'elle n'avait jamais vue dirigée vers elle-même. Les observations s'accumulèrent comme des preuves dans un procès qu'elle ne savait pas qu'elle menait. Le maître d'écurie mentionnant nonchalamment que sa grâce avait mis à la retraite 3 vieux serviteurs avec de généreuses pensions, plutôt que de les renvoyer quand ils ne pouvaient plus travailler. Le commentaire de l'intendant selon lequel le duc examinait personnellement la situation de chaque locataire et avait discrètement annulé des loyers pendant la difficile récolte de 2 ans auparavant. La façon dont les domestiques se déplaçaient autour de lui sans la déférence craintive qu'elle avait observée dans d'autres grandes maisons, suggérant un maître qui ne régnait pas par la peur ou le caprice. Un après-midi, cherchant un livre dans la bibliothèque, Éléanore tomba sur le duc, en conversation avec son régisseur, et elle s'arrêta, invisible dans l'embrasure de la porte, saisie par l'animation dans la voix de son mari, alors qu'ils discutaient de la rotation des cultures et de l'amélioration du drainage, son visage vivant d'un enthousiasme qu'elle n'avait jamais vu, toute son allure transformée. Passant du marbre froid à la chair chaude, alors qu'il parlait de sa responsabilité envers la terre et ceux qui la travaillaient, et elle comprit soudain que le duc d'Ashworth était capable de sentiments profonds, d'une véritable sollicitude, seulement pas pour elle, jamais pour elle. Nous devons nous assurer que les cottages des locataires sont réparés avant l'hiver, disait-il, penché sur une carte étalée sur le bureau, son doigt traçant des routes et des limites. Et je veux que la famille de Thompson ait le plus grand cottage. 5 enfants dans ces 2 pièces, c'est inadmissible. Et le régisseur hochait la tête, clairement habitué à un maître qui se préoccupait de tels détails, quand le duc leva les yeux et vit Éléanore debout là, et la transformation fut immédiate et déchirante. Toute cette chaleur et cette animation se retirant de ses traits, alors que le masque familier de courtoisie froide se remettait en place comme une porte qui claque. Ce soir-là, au dîner, encouragée par ce qu'elle avait vu et par une curiosité croissante pour l'homme qu'elle avait épousé, Éléanore se risqua à un commentaire sur un roman qu'elle lisait, un qu'elle avait découvert dans la bibliothèque, avec un marque-page suggérant une attention récente, et pendant un instant, elle vit la surprise vaciller sur ses traits avant qu'il ne réponde par une brève observation sur la technique de l'auteur, et bien que l'échange ait duré à peine 2 minutes avant qu'il ne se retire de nouveau dans le silence, Éléanore eut l'impression d'avoir entrevu quelque chose de précieux à travers une fenêtre brièvement ouverte. Une preuve que sous la glace vivait un homme d'intelligence et de profondeur qui avait choisi de s'enfermer loin d'elle, et elle se retrouva éveillée cette nuit-là,
se demandant quelle blessure lui avait enseigné une telle autoprotection complète. Quelle trahison l'avait convaincu que la chaleur était une faiblesse, et s'il existait une clé qui pourrait ouvrir la forteresse qu'il avait construite autour de son cœur, une patience ou une persévérance qui pourrait le convaincre qu'elle n'était pas son ennemie, mais peut-être, impossiblement, pourrait un jour être son amie. Les semaines passèrent, et Éléanore se sentit attirée à plusieurs reprises par le jardin clos, ce sanctuaire oublié qui semblait faire écho à quelque chose au plus profond de son propre cœur négligé, et elle commença le travail de restauration de ses propres mains, refusant de déléguer entièrement la tâche au jardinier, trouvant quelque chose de presque sacré dans l'acte d'arracher les mauvaises herbes autour de rosiers qui avaient autrefois été soigneusement entretenus, de dégager des sentiers qui avaient disparu sous des années de couvre-sol rampant. Et ce fut le jardinier en chef, le vieux Morrison, qui avait servi la famille pendant des décennies, qui lui dit de sa douce voix chantante que cela avait été le domaine particulier de la défunte duchesse, qu'elle y avait passé des heures chaque jour, jusqu'à ce que sa mort soudaine d'une fièvre ne le laissât orphelin. Éléanore apprit que le duc n'avait que 12 ans à la mort de sa mère, qu'il avait ensuite ordonné de fermer le jardin à clé et interdit à quiconque de s'en occuper, et cette connaissance s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Cette preuve d'une blessure si profonde que même 15 ans ne pouvaient la guérir, un chagrin qui s'était calcifié en la froide distance qu'elle rencontrait quotidiennement, et elle travailla parmi les roses avec une nouvelle tendresse, comprenant qu'elle touchait quelque chose de précieux, quelque chose qui la reliait à la fois à la femme qui avait créé cette beauté, et au garçon qui l'avait aimée assez pour la préserver comme un sanctuaire, même en ruine. Elle était agenouillée dans la terre par un chaud après-midi de fin mai, les mains profondément dans le sol, alors qu'elle s'efforçait de libérer une racine particulièrement tenace, sa robe déjà ruinée et ses cheveux s'échappant de leurs épingles, quand elle sentit plutôt qu'elle n'entendit une autre présence, et leva les yeux pour trouver le duc debout à l'entrée du jardin, son visage totalement dépourvu de garde d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, et la douleur dans ses yeux était si brute, si immédiate, qu'Éléanore la ressentit comme un coup physique, comprenant à cet instant que sa restauration du jardin de sa mère avait rouvert quelque chose qu'il avait gardé soigneusement scellé. « Je ne voulais pas vous déranger dans votre travail, » dit-il, sa voix étrange et rauque, et il fit mine de partir, mais Éléanore se surprit à parler rapidement, instinctivement. « S'il vous plaît, ne partez pas. J'aurais dû demander votre permission avant de commencer. Je n'ai pas pensé. » Et sa voix s'éteignit, incertaine, toujours agenouillée là, avec de la terre sur les mains, et une véritable détresse sur le visage, à l'idée qu'il puisse la trouver présomptueuse ou cruelle. Il resta figé un long moment. Une bataille interne se jouant sur ses traits, puis, à son grand étonnement, il entra pleinement dans le jardin et parla avec un soin hésitant. « Elle est morte ici, ma mère, dans ce jardin. Elle se sentait malade, mais avait insisté pour sortir voir les roses en fleurs, et elle s'est effondrée là, près de ce mur, et était partie avant la tombée de la nuit. » Et Éléanore sentit les larmes lui piquer les yeux à la dévastation tranquille de ces mots, à cette première chose réelle qu'il avait jamais partagée avec elle. « Je suis si désolée, » dit-elle doucement, se relevant, mais ne faisant aucun mouvement pour s'approcher de lui, sentant sa fragilité. « J'ai perdu ma propre mère quand j'avais 14 ans. Elle est morte au printemps aussi, et pendant des années, je ne pouvais pas supporter l'odeur des fleurs qui étaient en floraison. Alors... » Et elle vit quelque chose changer dans son expression, une reconnaissance d'un chagrin partagé, et quand il parla de nouveau, sa voix était plus douce. « Vous comprenez, alors, pourquoi je ne pouvais pas ?» Et elle hocha la tête, complétant sa pensée avec une certitude tranquille. « Pourquoi vous deviez le préserver exactement tel qu'il était, parce que le changer aurait été comme la perdre à nouveau. » Et ils restèrent là, dans le jardin baigné de soleil, qui était soudainement devenu un pont entre eux, et il ne partit pas,
ne se retira pas derrière ses murs, mais demanda à la place d'une voix qui avait le plus léger tremblement: « Voudriez-vous me dire ce que vous avez prévu pour la restauration ?» Et Eleanor commença à parler de sa vision, regardant l'émerveillement poindre sur son visage alors qu'elle décrivait comment honorer ce que sa mère avait créé tout en le ramenant à la vie. Et aucun d'eux ne remarqua que l'après-midi s'étirait en soirée, trop absorbés par cette première conversation authentique, cette traversée timide de la distance qui les avait séparés depuis le jour de leur mariage. Le dégel, une fois commencé, continua avec la patience inexorable du printemps cédant à l'été, une lente accumulation de petits moments qui se construisaient les uns sur les autres comme des pierres créant un pont sur le gouffre qui les avait séparés. Et Éléanore se surprit à remarquer les changements subtils avec un cœur qui battait plus vite chaque fois que leur chemin se croisait dans les couloirs de la grande maison. La façon dont son léger hochement de tête de reconnaissance commença à apporter quelque chose de plus chaleureux que la simple courtoisie, le fantôme de ce qui pourrait presque être appelé un sourire touchant ses lèvres lorsque leurs regards se croisaient au petit déjeuner. Les dîners, qui avaient été autrefois des exercices de silence douloureux, commencèrent à s'étendre au-delà du strict nécessaire, des conversations qui avaient duré à peine quelques minutes, s'étirant maintenant à un quart d'heure, puis une demi-heure, puis plus longtemps encore, jusqu'à ce qu'Eleanor réalise un soir qu'ils étaient assis à table depuis près d'une heure à discuter des mérites de différents philosophes, ses yeux vifs d'un engagement intellectuel qu'elle n'avait qu'entreaperçu ce jour-là dans la bibliothèque. Et lorsqu'elle offrit une observation particulièrement sèche sur les contradictions de Rousseau, il émit un son qui était presque, impossiblement, le début d'un rire avant de se reprendre, et la chaleur qui avait brièvement animé ses traits lui coupa le souffle. Elle découvrit tout à fait par hasard qu'il sortait à cheval chaque matin à l'aube, et le lendemain, elle se trouva dans les écuries à cette heure matinale, et bien qu'aucune invitation explicite n'eût été formulée, quand il la vit monter et attendant, quelque chose qui aurait pu être du plaisir vacilla sur son visage, et sans parole, ils commencèrent à chevaucher ensemble à travers les matinées brumeuses, leurs chevaux se déplaçant en parallèle amical sur le domaine, et ces promenades silencieuses devinrent un rituel que ni l'un ni l'autre ne reconnaissaient, mais que tous deux anticipaient, les barrières entre eux s'abaissant progressivement à chaque lever de soleil partagé. Une semaine de pluie en juin les confina tous deux à la maison, et Éléanore se sentit attirée par la bibliothèque où elle le découvrit déjà installé, et au lieu de la retraite maladroite à laquelle elle s'était attendue, il lui fit signe de s'asseoir près du feu, avec une question sur ce qu'elle lisait, et d'une manière ou d'une autre, l'après-midi se dissipa en une conversation remarquable qui alla de la littérature à la politique, en passant par la philosophie. Et elle regarda l'étonnement traverser ses traits lorsqu'elle révéla l'étendue de son éducation. La croyance progressiste de son père, selon laquelle l'esprit d'une femme méritait une culture égale à celle de n'importe quel homme, et il dit doucement, presque pour lui-même, « Je ne m'attendais pas, c'est-à-dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui… » Et il s'arrêta, luttant clairement avec quelque chose, et Éléanore comprit qu'il découvrait qu'elle n'était pas ce qu'il avait supposé, pas une fille de marchand en quête de statut, mais une femme d'une intelligence et d'une profondeur authentique. Le personnel de la maison, ces observateurs avisés des humeurs de leurs employeurs, commença à échanger des regards significatifs en voyant le duc chercher la compagnie de la duchesse plutôt que de l'éviter. En entendant des conversations et même des rires occasionnels de la salle à manger, plutôt que le silence oppressant qui avait caractérisé ses premiers mois, et madame Henshaw fit remarquer à la gouvernante qu'elle n'avait pas vu sa grâce aussi animée depuis avant la mort de sa mère, que la froideur qui s'était installée sur lui comme du givre semblait enfin fondre. Éléanore essaya de protéger son cœur, essaya de maintenir la distance prudente qui la protégerait de nouvelles blessures,
mais elle trouva cela de plus en plus impossible à mesure qu'elle découvrait davantage l'homme sous l'armure, l'intelligence, l'humour pince sans rire et la bonté inattendue qu'il avait gardé cachée. Et elle reconnut pour elle-même tard une nuit, allongée éveillée dans sa chambre solitaire, qu'elle était tombée amoureuse de son mari, profondément et complètement, et cette connaissance était à la fois joie et agonie, car elle ne pouvait savoir si cette chaleur grandissante entre eux était simplement de l'amitié ou quelque chose de plus, ne pouvait savoir si son cœur restait aussi fermé que le jardin de sa mère l'avait été autrefois, ou si peut-être, impossiblement, il pourrait apprendre à ressentir pour elle quelque chose de ce qu'elle ressentait pour lui. Le printemps arriva avec ses exigences inévitables, et le duc informa Éléanore, au petit déjeuner un matin de fin avril, qu'il devait retourner à Londres pour la saison, son ton soigneusement neutre, alors qu'il expliquait les obligations sociales de leur position, et Éléanore sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine à la perspective de quitter le sanctuaire qu'ils avaient construit à la campagne. Cette chose fragile qui grandissait entre eux et qui semblait trop délicate pour résister à l'examen sévère de la société, mais elle acquiesça de la même contenance qu'elle avait cultivée depuis l'enfance, comprenant que le devoir exigeait ce retour. Le voyage vers la maison de ville de Londres ressemblait à un voyage dans le temps, chaque kilomètre les ramenant à la formalité et à la distance qui avaient caractérisé leur mariage précoce, et Éléanore regarda les murs se reconstruire autour de son mari à chaque heure qui passait, la chaleur qui avait commencé à animer ses traits se retirant derrière le masque froid de l'indifférence aristocratique, et elle se dit que c'était naturel, qu'ils devaient présenter un certain visage à la société, mais la perte de leur intimité durement gagnée ressemblait à une douleur physique. Le premier bal auquel ils assistèrent ensemble en tant que couple véritablement marié, bien qu'elle seule sût à quel point cette vérité restait incomplète, eut lieu à la résidence de la marquise de Westbrook, et Éléanore se tenait aux côtés de son mari dans une robe de soie saphir, qui avait coûté plus que ce que son père avait gagné en un mois, les diamants des Ashworth froids contre sa gorge, et elle sentit le picotement familier de l'attention hostile lorsqu'ils furent annoncés, les murmures qui les suivaient comme une brise malveillante. Et bien qu'elle tînt la tête haute, elle pouvait sentir les vieilles blessures se rouvrir, la conscience que pour ces gens, elle serait toujours la fille du marchand qui avait d'une manière ou d'une autre piégé un duc. Lady Pemberton s'approcha avec sa courtoisie particulièrement empoisonnée, son sourire aussi tranchant que du verre, alors qu'elle remarquait « Comme vous êtes ravissante, votre grâce, bien que je suppose que l'on puisse acheter l'élégance même si l'on ne peut en hériter. » Et Éléanore sentit son mari se raidir à ses côtés, et quand il parla, sa voix portait le tranchant du gel hivernal. « Lady Pemberton, je vous conseillerais de mesurer vos mots plus soigneusement lorsque vous vous adressez à ma duchesse. » Et la femme plus âgée pâlit et se retira, et Éléanore aurait dû se sentir vengée. Mais au lieu de cela, elle ne ressentit que de la confusion, car la froideur de son ton avait été dirigée autant contre la situation que contre Lady Pemberton, et quand Éléanore leva les yeux vers lui pour chercher du réconfort, son visage était un masque parfait, et il s'excusa pour aller parler à un groupe de gentilshommes de l'autre côté de la pièce, la laissant seule. La soirée se transforma en un écho cauchemardesque de cette première nuit à Almack's, Éléanore de nouveau isolée à la périphérie, sauf que maintenant elle portait une couronne de duchesse, et l'isolement semblait plus complet, parce qu'elle avait goûté à quelque chose de différent, avait commencé à croire qu'elle pourrait peut-être avoir sa place quelque part, être désirée pour elle-même, et la défense publique du duc suivie de sa distance privée la troublait et la blessait plus que la simple cruauté des étrangers. Il était tard dans la soirée quand Éléanore, cherchant un moment de répit de la performance sociale incessante, entra dans un petit salon et entendit des voix provenant de la porte entr'ouverte d'un salon adjacent, le rire distinctif de Lady Somersby suivi de son observation malicieuse. Bien sûr qu'elle l'a piégé.
À quoi d'autre une fille de marchand aspirerait-elle sinon à une couronne? Bien que j'admette qu'elle a été plus maligne que la plupart, jouant l'indifférence alors que nous savons toutes qu'elle a dû calculer chaque étape. Et une autre voix, Miss Worthington peut-être, répondit avec une fausse sympathie. Pauvre Ashworth, lié à une femme si loin en dessous de lui, bien que je suppose qu'il avait besoin de l'argent du règlement de son père. Et Éléanore resta figée, les mots la frappant comme des coups physiques, et le pire était le terrible murmure de doute qui se glissait dans son esprit, la peur que son mari ne crût peut-être cela aussi, que son retrait ne fût peut-être enraciné dans le soupçon qu'elle était exactement ce que ces femmes prétendaient, une opportuniste calculatrice qui avait d'une manière ou d'une autre manipulé les circonstances pour le piéger. Elle tenta d'aborder le sujet avec lui cette nuit-là, attendant dans le salon de la maison de ville jusqu'à ce qu'il revienne de son club, et quand il entra et la vit encore éveillée, quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité ou de la peur vacilla sur son visage avant que les volets ne se referment complètement, et elle dit doucement « Alexander, je dois vous parler de ce qui se dit. » Mais il la coupa avec une précision froide. « Ce que la société dit n'a aucune importance, Eleanor. Vous êtes la duchesse d'Ashworth, et cela devrait suffire. » Et elle sentit les mots comme une porte qui se ferme, comprit qu'il se retirait derrière le rang et le titre, que l'homme qui s'était assis avec elle dans le jardin et avait presque ri de ses observations avait disparu de nouveau dans l'armure de sa position, et quand elle essaya de nouveau de l'atteindre, de lui demander directement s'il croyait aux accusations, il la regarda simplement avec des yeux devenus distants et dit « Je pense qu'il est préférable que nous maintenions une formalité appropriée pendant notre séjour à Londres. La saison exige certaines normes de conduite. » Et Éléanore sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Le fragile espoir qu'elle avait nourri, brisé par la réalisation que peut-être rien n'avait vraiment changé du tout, qu'elle était de nouveau seule, seulement maintenant, avec tellement plus à perdre. Alexander Greystone, duc d'Ashworth, se tenait à la fenêtre de son bureau londonien dans les heures grises avant l'aube, regardant la lueur des lampes vaciller sur les pavés en contrebas, et il était tenté par le souvenir d'une autre femme, lors d'une autre saison, 5 ans auparavant, quand il avait été assez jeune pour croire que l'amour et la confiance étaient des choses simples, avant que Clarissa Pemberton, cousine de la venimeuse Lady Pemberton qui tourmentait maintenant sa femme, ne lui ait appris l'amère leçon que l'affection pouvait être jouée, que la douceur pouvait masquer le calcul, qu'une femme pouvait endurer sa compagnie et même contrefaire le désir pour rien de plus que le privilège d'être appelée duchesse. Il l'avait aimée avec l'abandon sans réserve d'un homme qui n'avait pas encore appris la prudence, avait partagé ses pensées, ses peurs et ses rêves, avait cru à ses larmes et à ses déclarations, et quand il l'avait entendu rire avec son frère, de combien elle le trouvait ennuyeux, combien sa conversation l'ennuyait, combien elle pouvait à peine supporter son contact, mais endurerait n'importe quoi pour une couronne, quelque chose en lui s'était gelé et n'avait jamais vraiment dégelé, et il s'était juré ce jour-là qu'aucune femme n'aurait plus jamais le pouvoir de le faire se sentir petit, stupide et utilisé. La présence d'Eleanor dans sa vie le terrifiait précisément parce qu'elle sapait toutes les défenses qu'il avait construites, la chaleur qui avait grandi entre eux à la campagne, menaçant la glace prudente qui l'avait protégé. Et quand elle souriait à quelque chose qu'il disait ou croisait son regard à travers la table du petit déjeuner, avec cette compréhension particulière dans ses yeux, il sentait les dangereux frémissements de l'espoir et les écrasait immédiatement avec les souvenirs du beau visage faux de Clarissa. Les preuves de la nature authentique d'Éléanore s'accumulaient quotidiennement. Sa gentillesse envers les serviteurs qui ne pouvaient rien lui offrir, sa restauration du jardin de sa mère, non pas pour l'apparat, mais dans les heures tranquilles où elle se croyait inobservée, l'intelligence et l'esprit dont elle faisait preuve sans aucune tentative de charmer ou de manipuler, sa dignité face à l'assaut continu de la société, alors qu'une femme calculatrice aurait pleuré, ragé
ou exiger son intervention. Et pourtant, les vieilles blessures murmuraient leur poison, suggérant qu'elle était peut-être simplement plus habile que Clarissa, plus patiente dans son jeu, et l'idée qu'il pourrait être assez stupide pour tomber une seconde fois dans le piège de l'innocence pratiquée le faisait se retirer derrière les murs qui l'avaient gardé en sécurité, même si une partie de lui reconnaissait la terrible injustice qu'il lui faisait. Il la regardait maintenant depuis l'ombre du bal des Beaumont, la voyait se tenir seule près des portes de la terrasse dans sa soie émeraude, la colonne vertébrale droite et la tête haute, malgré les remarques blessantes qu'il savait qu'elle avait endurées. Et quelque chose se tordit dans sa poitrine à sa grâce solitaire. La façon dont elle maintenait sa contenance là où d'autres femmes se seraient effondrées ou auraient fui, et il pensa soudain à sa mère, qui avait possédé cette même force tranquille, qui lui avait dit une fois, quand il était petit, que le vrai caractère se révélait non pas dans le confort, mais dans l'adversité, dans la façon dont on se comportait quand le monde était cruel. Eleanor se tourna légèrement, sentant peut-être son regard, et leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle bondée, et dans cet instant, avant qu'elle ne détourne le regard, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle, non pas du calcul ou de la performance, mais simplement une profonde solitude et une douleur, l'honnêteté brute d'une femme qui avait renoncé à essayer de se prouver et qui endurait simplement. Et la reconnaissance le frappa comme un coup physique. Elle était réelle, sa gentillesse authentique, ses sentiments vrais, et il avait été trop lâche pour faire confiance aux preuves qui s'offraient à ses propres yeux, avait laissé le fantôme d'une vieille trahison l'aveugler sur la femme remarquable qui, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, en était venue à se soucier de lui, malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Eleanor attendit le lendemain après-midi, lorsque les obligations sociales eurent temporairement cessé et que la maisonnée se fut installée dans ses rythmes tranquilles, et elle envoya un mot demandant une audience privée avec son mari dans son bureau, ses mains fermes, alors qu'elle rédigeait la note, bien que son cœur battît contre ses côtes, comme une chose en cage et désespérée de liberté. Lorsqu'elle entra dans le sanctuaire tapissé de livres où il menait ses affaires, il se leva de derrière son bureau avec une courtoisie prudente, son visage arrangé dans cette expression de neutralité polie qu'elle en était venue à mépriser, et elle ferma la porte derrière elle avec une précision délibérée avant de se tourner pour lui faire face, rassemblant chaque fragment de dignité qu'elle possédait comme une armure contre la terrible vulnérabilité de ce qu'elle était sur le point de faire. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, votre grâce, » commença-t-elle, et elle le vit tressaillir légèrement à l'adresse formelle, bien qu'elle ne pût dire si c'était par culpabilité ou par irritation. « Je souhaite simplement clarifier notre arrangement pour l'avenir, afin que nous puissions tous deux comprendre ce qui est attendu et éviter toute confusion supplémentaire. » Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais elle leva légèrement une main, ayant besoin de finir avant que son courage ne l'abandonne, et continua d'une voix qui resta ferme par pure force de volonté. « Je comprends que la petite amitié que nous avions commencé à construire à la campagne était une aberration temporaire, peut-être le résultat de la proximité et d'une société limitée, et qu'ici à Londres, vous préférez maintenir la distance initialement négociée dans notre contrat de mariage. C'est votre droit, et je ne le contesterai pas. » Elle vit quelque chose vaciller sur ses traits, de la douleur peut-être, ou de la colère, ou du soulagement. Mais son expression se ferma avant qu'elle ne puisse l'interpréter. Et son silence lui parut une confirmation de toutes les terribles craintes qui avaient hanté ses nuits sans sommeil. « Je vous offre cette assurance, » dit Eleanor, et sa voix resta calme, mais portait le poids d'une finalité absolue. « Je maintiendrai toutes les apparences publiques dignes de la duchesse d'Ashworth. Je remplirai toutes les obligations sociales que vous exigerez, et je ne vous ferai honte, ni à vous ni à votre nom, par aucune manifestation d'émotion ou de plainte,
Mais je ne me défendrai pas contre les accusations de calcul ou d'arrivisme social, ni devant la société, ni devant vous, car une femme qui doit constamment prouver sa sincérité ne possède aucune dignité, et la dignité est la seule chose qui me reste et qui m'appartienne vraiment. Elle vit ses mains se crisper sur le bord de son bureau, vit sa gorge se nouer comme s'il allait parler, mais il ne dit toujours rien, et son silence fut une réponse suffisante, la confirmation qu'il croyait au moins une partie de ce que la société murmurait à son sujet, qu'il soupçonnait sa gentillesse d'être une performance et son affection naissante une simple stratégie. « Je me retirerai au domaine de campagne demain matin, » annonça Éléanore, et elle vit sa tête se redresser brusquement, une alarme sincère perçant sa neutralité prudente. « Vous n'avez pas besoin de m'accompagner. En fait, je pense qu'il vaut mieux que vous ne le fassiez pas, et j'y resterai pour la durée de la saison, à moins que vous n'ayez spécifiquement besoin de ma présence pour une obligation sociale, auquel cas je reviendrai bien sûr immédiatement sur votre demande. » Les mots venaient plus vite maintenant, sa contenance commençant à se fissurer sur les bords, et elle se força à ralentir, à maintenir la dignité qui était tout ce qu'elle avait. « Je ne vous accablerai pas d'attente, d'affection ou de compagnie, Alexander. Je vous libère de toute obligation au-delà de ce qui a été initialement contracté, et je vous demande seulement de m'accorder la même courtoisie et de me permettre de construire la vie que je pourrais dans l'espace que vous m'avez donné. » Elle se tourna vers la porte avant qu'il ne puisse voir les larmes qui commençaient à brouiller sa vision, avant que le contrôle prudent qu'elle avait maintenu ne se brise complètement, et sa voix rompit enfin son silence, rauque et étrange. « Éléanore, attendez. » Mais elle ouvrait déjà la porte, la franchissait déjà, et elle dit sans se retourner: « Il n'y a plus rien à discuter. Votre grâce, je crois que nous nous comprenons parfaitement maintenant. » Elle le laissa debout dans son bureau et retourna à ses appartements où elle ordonna à sa femme de chambre de faire ses malles, et le lendemain matin, avant l'aube, elle partit pour le domaine de campagne dans la voiture de voyage des Ashworth, regardant la maison de ville de Londres s'estomper dans la brume matinale grise, et elle ne sut pas qu'Alexander se tenait à la fenêtre de son bureau en la regardant partir, ne le vit pas lever une main vers la vitre comme s'il pouvait la rappeler, n'entendit pas le seul mot qu'il prononça dans la pièce vide comme une prière ou une malédiction. Non. Les semaines qui suivirent le départ d'Éléanore s'étirèrent en un étrange temps suspendu, alors que la fin du printemps s'adoucissait dans la brume dorée du début de l'été. Et au domaine de campagne, elle se jeta dans le travail de vivre avec une détermination née de la nécessité, se levant chaque matin avant l'aube pour marcher dans les jardins où la rosée s'accrochait encore aux roses qu'elle avait plantées, ses mains trouvant du réconfort dans le labeur honnête de faire naître la beauté de la terre, alors que son cœur restait obstinément stérile d'espoir. Elle rencontra des locataires qui avaient semblé surpris au début par sa présence et son attention continue, puis s'ouvrirent progressivement à son intérêt sincère pour leur bien-être, et elle trouva une sorte de paix dans les problèmes pratiques de rotation des cultures, de réparation de toits et d'une veuve âgée qui avait besoin d'aide, occupant son esprit avec des questions qui avaient des solutions claires, alors que son mariage restait un puzzle insoluble de blessures, de désirs et d'acceptations résignées. « C'est assez, » se disait-elle chaque nuit en tombant épuisée dans son lit. « Ce travail compte. Ces gens ont besoin de moi. Je peux construire une vie pleine de sens, même si elle ne contiendra jamais l'amour que j'avais été assez folle pour espérer. » Et si l'affirmation sonnait creux dans l'obscurité de sa chambre, elle repoussait le vide et se levait le lendemain matin pour essayer à nouveau. À Londres, Alexander découvrit que la solitude n'était pas la victoire qu'il avait autrefois imaginée, mais plutôt une forme particulière de torture, la maison de ville résonnant de l'absence. Chaque pièce contenant le fantôme de la présence d'Éléanore,
la bibliothèque où elle s'était assise à lire dans le renfoncement de la fenêtre, la salle de musique où il l'avait entendue une fois jouer du piano quand elle se croyait seule, la salle du petit déjeuner où sa chaise restait vide en face de la sienne et faisait de chaque repas un exercice de regret. Il assista à ses obligations sociales avec une précision mécanique, conscient des murmures sur la duchesse absente, des spéculations sur leur séparation, et il découvrit qu'il ne se souciait nullement de l'opinion de la société, sauf dans la mesure où elle pourrait blesser davantage Éléanore, et la prise de conscience de sa propre hypocrisie, qu'il s'était retiré d'elle en partie par peur de ce que la société disait, alors que maintenant il les damnerait tout volontiers, lui laissa un goût amer sur la langue. Sa vieille tante, la comtesse douairière de Helmsley, arriva sans prévenir un après-midi de début juin et le trouva dans son bureau, fixant une correspondance qu'il n'avait pas lue, et elle l'examina avec des yeux perçants qui ne manquaient rien avant d'annoncer sans préambule. « Tu es un imbécile, Alexander, et je n'ai jamais supporté les imbéciles, même quand ils partagent de mon sang. » Quand il tenta de détourner sa censure, elle trancha ses mots avec la précision de quelqu'un qui avait navigué dans la société pendant 7 décennies et n'avait plus de patience pour la prétention. Cette fille, et ce n'est guère plus qu'une fille, malgré toute sa dignité, a refusé chaque arrangement financier que ton avoué a proposé, n'a demandé que des fonds pour continuer les travaux du jardin et des provisions pour le personnel, et tu restes assise ici à jouer le martyr blessé comme si c'était elle qui avait trahi la confiance. Les mots le frappèrent comme des coups physiques, et quand il fit le voyage pour voir le père d'Éléanore quelques jours plus tard, ostensiblement pour discuter des affaires du domaine, mais en réalité pour comprendre la femme qu'il avait épousée et chassée, Thomas Hartley parla d'une fille qui avait soigné sa mère mourante avec une dévotion infatigable, qui avait donné son enfance pour tenir la maison d'un veuf en deuil, qui avait accepté un mariage sans amour pour sauver l'honneur de son père, et ne s'était jamais plainte une seule fois du sacrifice. Et Alexander quitta cette rencontre avec la terrible certitude que chaque crainte qu'il avait nourrie sur le caractère d'Éléanore n'était pas seulement fausse, mais l'inverse précis de la vérité. Elle n'avait jamais rien voulu de lui, sauf ce qu'il avait eu trop peur de donner. Alexander passa les jours suivants dans un état d'examen agité qui ressemblait à la sortie d'une longue fièvre, voyant clairement pour la première fois l'architecture de sa propre peur et la méticulosité avec laquelle il avait construit les murs d'une prison en les appelant protection. Et il comprenait maintenant, avec une clarté douloureuse, que chaque défense qu'il avait érigée contre la trahison avait créé l'abandon même qu'il redoutait le plus, une prophétie auto-réalisatrice née de l'orgueil et de vieilles blessures qui avaient suppuré plutôt que guéri. Il errait dans la maison de ville de Londres à des heures étranges, incapable de dormir, rejouant chaque interaction avec Éléanore, sa dignité à Almax quand le monde l'avait méprisé, son acceptation silencieuse d'un arrangement sans amour alors qu'elle aurait pu refuser, son travail patient dans les jardins ne cherchant ni louange ni reconnaissance, sa gentillesse constante envers les serviteurs et les locataires qui ne détenaient aucun pouvoir social pour faire avancer sa position. Et chaque souvenir était une preuve qui démolissait son édifice prudent de suspicion, lui montrant une femme dont la force ne venait pas du calcul, mais du milieu même qu'on lui avait appris à dédaigner. Son père marchand l'avait élevé sans les jeux élaborés de statut et de manipulation du beau monde. Lui avait appris la valeur du travail honnête et des relations directes, lui avait donné une éducation qui prisait l'intelligence plutôt que les accomplissements et le caractère plutôt que les relations, et Alexander vit avec honte comment son propre préjugé aristocratique l'avait aveuglé à la réalité que les origines d'Éléanore l'avaient rendue plus authentique, non moins, lui avaient donné une clarté morale que sa propre éducation dorée ne lui avait jamais fournie. La prise de conscience que son orgueil, l'orgueil même qu'il pensait distinguer son rang, avait été le poison détruisant toute chance de bonheur
était un remède amer, et il s'assit un soir dans son bureau, la tête entre les mains, comprenant qu'il avait blessé la seule personne qui n'avait jamais cherché à lui faire du mal, avait chassé la femme dont le seul crime était de l'aimer malgré sa détermination à rester impossible à aimer. Il pensa alors à sa mère, pensa vraiment à elle plutôt qu'aux souvenirs aseptisés auxquels il s'était accroché, et se souvint comment elle avait souvent parlé de la froideur initiale de son père, de leur mariage arrangé, des années de patience qu'elle avait employées avant que la réserve de son père ne dégèle. « L'amour ne se trouve pas, Alexander, » lui avait-elle dit une fois quand il était jeune. « Il se construit, pierre, par de petits actes de foi. » Et il réalisa qu'il avait oublié sa sagesse dans sa détermination à éviter son sort, ne comprenant pas que son mariage n'avait pas été une tragédie, mais un triomphe, qu'elle avait considéré les années de construction comme valant la peine pour l'amour qu'ils avaient finalement atteint. Il devait agir, devait trouver un moyen de prouver à Éléanore qu'il comprenait son échec et était prêt à faire le travail patient de reconstruire ce que sa peur avait détruit, et son premier instinct fut celui du grand geste. Un bal en son honneur, une déclaration publique, une démonstration spectaculaire que la société pourrait voir et applaudir. Mais il s'arrêta, reconnaissant qu'un tel spectacle était exactement ce qu'Éléanore mépriserait, que cela ne prouverait que son souci plus grand pour l'apparence que pour la substance. Non, ce qu'Éléanore méritait n'était pas une performance mais une transformation authentique, pas des mots mais des actions soutenues, pas le crescendo dramatique mais l'accumulation tranquille de preuves au fil du temps, et il comprit qu'il devait aller vers elle non pas comme un duc accordant une faveur, mais comme un homme demandant l'opportunité de gagner ce qu'il avait eu trop peur d'accepter quand cela lui était librement offert. Il fit ses préparatifs avec soin, informant son intendant qu'il quitterait Londres pour une durée indéterminée, arrangeant ses affaires pour pouvoir rester au domaine de campagne aussi longtemps qu'Éléanore permettrait sa présence, et alors que sa voiture roulait vers le nord à travers la campagne estivale, vers l'endroit où il avait vu le bonheur pour la dernière fois avant que la peur ne le lui fasse détruire, Alexander sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, non pas la certitude, qui était impossible étant donné à quel point il avait endommagé sa confiance, mais l'espoir, fragile et hésitant, que peut-être la patience et un repentir sincère pourraient accomplir ce que l'orgueil et la protection n'avaient jamais pu. Alexander arriva au domaine de campagne à la fin du mois d'août, lorsque l'été avait atteint ce moment doré de plénitude avant le premier murmure de l'automne, et il trouva Éléanore dans le jardin, comme il l'avait su d'une manière ou d'une autre, agenouillée près d'un parterre de roses, de la terre sur les mains et le soleil pris dans ses cheveux, et elle était plus belle dans ce moment sans garde que n'importe quelle duchesse parfaitement coiffée dans les plus beaux salons de Londres, belle d'une manière qui lui fit mal à la poitrine en pensant à ce qu'il avait failli perdre à jamais par sa propre lâcheté et son orgueil. Elle leva les yeux au son de ses pas sur le chemin de gravier, et il vit la méfiance voiler son expression, le contentement ouvert d'un instant auparavant remplacé par une prudence gardée, et il comprit que ceci, cette méfiance qu'il avait créée là où il y avait eu autrefois de la patience et de l'espoir, était son œuvre, sa blessure infligée par la peur déguisée en protection. « Votre grâce, dit-elle, se levant avec la dignité qui avait toujours marqué son maintien, et l'adresse formelle fut un couteau dans son cœur, un rappel de la distance qu'il avait imposée entre eux, alors qu'elle ne voulait que la proximité. « Éléanore, dit-il, et son prénom sonnait à la fois comme une prière et une supplique sur sa langue. Puis-je vous parler? J'ai voyagé de Londres expressément dans ce but, et je comprendrai si vous refusez, mais je demande, je supplie, quelques instants de votre temps. » Il vit le conflit se jouer sur ses traits, le désir de se protéger luttant avec quelque chose d'autre qu'il n'osait nommer, et après un long moment, elle hocha lentement la tête,
faisant un geste vers un banc sous une tonnelle où des rosiers grimpants créaient un dais de fleurs fanées. Ils s'assirent, et il se trouva momentanément incapable de parler, tous les mots soigneusement préparés se dissolvant face à sa proximité et à la terrible conscience de l'ampleur de son échec envers elle, mais elle attendit avec cette immobilité patiente qui était si essentiellement Éléonore, lui laissant l'espace de trouver son chemin vers la vérité. « J'ai été un imbécile », commença-t-il finalement, les mots inadéquats mais nécessaires. « Et pire qu'un imbécile, j'ai été cruel et lâche, et si aveuglé par de vieilles blessures que je n'ai pu voir le cadeau qui m'avait été donné avant de l'avoir chassé. » Il se tourna pour lui faire face entièrement, ayant besoin qu'elle voie sa sincérité, la vulnérabilité qu'il ne s'était jamais permis de montrer. « Vous méritiez l'honnêteté de ma part et la confiance, et au lieu de cela, je vous ai donné une suspicion née non pas de ce que vous avez fait, mais de ma propre peur et de mon orgueil. J'ai permis que la trahison de quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment connu empoisonne ma capacité à reconnaître l'affection sincère quand elle était offerte. Et je suis plus désolé que les mots ne peuvent l'exprimer pour la douleur que je vous ai causée. » Les yeux d'Éléonore s'étaient remplis de larmes, bien qu'elle ne les laissât pas tomber, et sa voix, quand elle parla, était ferme malgré l'émotion qu'il pouvait voir qu'elle contenait avec soin. « Pourquoi maintenant, Alexander? Qu'est-ce qui a changé entre votre silence à Londres et votre présence ici ?» C'était la question qu'il savait qu'elle poserait, la question à laquelle il méritait de répondre avec une vérité complète. « J'ai changé, ou plutôt, je me suis enfin permis de voir ce qui a toujours été vrai, que vous n'avez jamais rien voulu de moi, sauf ce que j'avais trop peur de donner, que votre caractère est tout ce que je prétendais valoriser, tout en étant trop plein de préjugés pour le reconnaître quand il se tenait devant moi, et que je vous aime, Éléonore, que je vous ai peut-être aimé depuis cette première nuit à Almax, où vous avez affronté la cruauté du beau monde avec une telle dignité et avez soutenu mon regard sans ciller. » Il vit l'espoir s'allumer dans son expression, fragile et hésitant, mais aussi la peur, et elle secoua lentement la tête. « Je ne peux pas vivre dans l'incertitude, Alexander. Je ne peux pas passer mes journées à me demander quand vous vous retirerez à nouveau derrière vos murs, quand un murmure ou un doute vous fera retirer votre affection. Je préférerais une distance honnête à la torture d'une proximité conditionnelle. »« Je sais, » dit-il doucement, tendant la main vers la sienne et sentant son cœur se soulever quand elle ne la retira pas, « et je sais que les mots seuls ne peuvent guérir ce que j'ai brisé. C'est pourquoi je ne demande pas votre pardon immédiat, mais l'opportunité de prouver par des actions soutenues que ma compréhension est sincère, que je peux être le mari que vous méritiez depuis le début. Permettez-moi de rester, Éléonore. Laissez-moi vous démontrer par la patience et la présence que j'ai enfin appris ce que vous avez essayé de m'enseigner depuis le début. »« Permettez-moi de rester, » dit Alexander doucement, et Éléonore vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, non pas la réserve froide ou le contrôle prudent, mais une vulnérabilité brute et un espoir si fragile que son cœur lui fit mal, même si elle craignait de lui faire confiance. Elle hocha lentement la tête, incapable encore d'exprimer une acceptation totale, mais incapable aussi de lui refuser la chance qu'il demandait, et ainsi commencèrent des jours qui semblaient suspendus hors du temps normal, un interlude doré où Alexander prouva par une présence constante ce que les mots seuls ne pourraient jamais accomplir. Il apparut dans le jardin chaque matin, non pas comme un duc observant, mais comme un homme disposé à travailler, et il s'agenouilla à ses côtés dans la terre, arrachant les mauvaises herbes et apprenant le nom des plantes, ses beaux vêtements oubliés, alors qu'il l'écoutait expliquer la culture soignée que chaque variété exigeait.
et elle se sentit se détendre par paliers si petits qu'elle ne le remarqua presque pas, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle expliquait non seulement le jardinage, mais ses pensées, sa philosophie, la façon dont elle voyait la croissance comme une métaphore pour toutes les choses qui en valent la peine. Ils rencontrèrent les locataires ensemble, et Éléanore regarda Alexander voir vraiment pour la première fois comment elle avait passé ces mois de solitude, non pas dans un isolement amer, mais dans un souci sincère pour les personnes dont la vie dépendait du domaine, visitant les familles, apprenant le nom des enfants, comprenant les luttes et les espoirs particuliers de chaque foyer, et elle vit le respect poindre dans son expression alors qu'il reconnaissait qu'elle avait été une duchesse en vérité, alors qu'il n'avait fait que jouer le rôle. Leur conversation s'allongeait chaque jour, se prolongeant à travers le thé de l'après-midi et jusqu'au soir, et Alexander commença à se livrer avec une vulnérabilité qui l'étonna, parlant de sa mère non plus comme d'un souvenir aseptisé, mais comme d'une personne à part entière, admettant comment sa mort l'avait laissé terrifié à l'idée d'aimer et de perdre à nouveau, confessant comment la froideur subséquente de son père lui avait appris que les murs étaient plus sûrs que les sentiments, révélant l'architecture solitaire d'une enfance passée à apprendre à n'avoir besoin de rien de personne. Il parla de ses peurs avec une honnêteté brute, comment ses origines marchandes lui avaient d'abord semblé confirmer tous ses préjugés, comment sa patience et sa gentillesse l'avaient terrifié précisément parce qu'elles étaient authentiques, comment il avait cherché le calcul parce que cela aurait été plus sûr que d'accepter qu'elle offrait de l'affection librement, ne demandant rien d'autre que de la recevoir. Et Éléanore sentit ses propres murs s'effriter en comprenant la profondeur de la blessure qu'il portait. De petits gestes s'accumulèrent comme des intérêts composés. Des livres apparaissant dans ses appartements qu'elle avait mentionné vouloir lire des semaines auparavant, prouvant qu'il avait écouté et s'était souvenu. Le portail du jardin qui avait été de travers, soudainement réparé sans fanfare. Son manteau offert lorsque le froid du soir arrivait pendant leur promenade, encore chaud de ses épaules. Ils rirent un soir au dîner, un rire authentique et sans retenue à une absurdité qu'il observa sur sa propre pomposité antérieure, et le son les choqua tous deux en silence, avant qu'Éléanore ne sourît, et qu'il ne le lui rende avec une telle chaleur qu'elle sentit le sang lui monter aux joues. Un matin vint où ils travaillaient côte à côte, à planter des bulbes pour la floraison printanière, et leurs mains se touchèrent en cherchant le même sachet de graines, et aucun ne se retira immédiatement, le contact s'attardant alors que leurs regards se croisaient et qu'elle voyait dans ses yeux tout ce qu'il était maintenant trop sage pour précipiter en mots, dévotion, espoir, patience, d'attendre aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Éléanore sentit un espoir prudent se déployer dans sa poitrine, comme la première pousse verte après l'hiver, fragile mais tendant vers la lumière, et bien qu'elle ne le dît pas encore à voix haute, elle commença à croire que ce qui avait été brisé pourrait peut-être être refait en quelque chose d'encore plus fort pour avoir été testé et avoir survécu. L'automne arriva avec une lumière dorée qui transforma le domaine en quelque chose de lumineux et de fugace, et un matin où l'air avait cette clarté particulière qui précède juste le tournant de la saison, Alexander demanda à Éléanore de marcher avec lui, son attitude contenant une gravité qui fit battre son cœur d'un mélange d'espoir et d'appréhension, alors qu'elle plaçait sa main dans le bras qu'il lui offrait. Il la conduisit à travers le jardin qu'ils avaient restauré ensemble. Passant devant des parterres où les roses tardives fleurissaient encore dans une beauté provocante, jusqu'à une section qu'elle avait terminée quelques semaines auparavant, un coin tranquille où un banc de pierre se trouvait sous une tonnelle de vigne grimpante, et ce n'est qu'en approchant qu'elle vit l'inscription gravée sur le dossier du banc, des mots qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Pour Catherine, qui m'a appris que l'amour pousse mieux dans une terre soigneusement entretenue. Mon père a fait faire cela pour ma mère, dit Alexander doucement, sa voix portant une tendresse qu'elle en était venue à chérir.
après 20 ans d'un mariage qui a commencé un peu comme le nôtre, arrangé, pratique, deux étrangers, liés par le devoir et les attentes. Eleanor leva les yeux vers lui, voyant l'émotion jouer sur des traits qui avaient été autrefois si soigneusement gardés, et il continua. « Ma mère m'a dit un jour, quand j'étais assez jeune pour croire que l'amour était simple, que les plus grands mariages ne sont pas ceux qui commencent dans la passion, mais ceux qui y parviennent par la patience et une connaissance authentique. Elle disait que son amour pour mon père était comme ce jardin, quelque chose qui nécessitait un entretien quotidien, et la foi que ce qui semblait stérile finirait par fleurir. » Il sortit une petite boîte de velours de sa poche, et le souffle d'Éléanore se coupa lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une bague d'une simplicité extraordinaire. Un unique saphir de la couleur du crépuscule, serti dans de l'or usé. Belle non pas pour son ostentation, mais pour la preuve des années où elle avait été portée, d'une vie vécue avec ce petit cercle comme compagnon constant. « C'était la bague de ma mère, » dit Alexander, et elle entendit le léger tremblement dans sa voix. Pas les grands bijoux ducaux qu'elle portait pour les occasions d'État, mais celle que mon père lui a donnée pour leur 10e anniversaire, quand il a enfin trouvé le courage de lui dire qu'il l'aimait. Elle l'a portée tous les jours jusqu'à sa mort, et elle m'a fait promettre de la garder pour la femme que j'aimerais vraiment, pas seulement que j'épouserais. Eleanor sentit les larmes couler sur ses joues, alors qu'Alexander s'agenouillait devant elle sur la terre que sa mère avait autrefois entretenue. Son porte-altier transformé en vulnérabilité et en espoir. « Je t'ai épousée une fois par devoir et par peur, Éléanore, et j'ai passé des mois trop aveugles pour voir ce qui m'avait été donné. Mais je te demande maintenant, ici, à l'endroit que ma mère aurait aimé voir fleurir à nouveau, de m'épouser une seconde fois. Non pas en droit, mais en vérité, non pas par convenance, mais par choix. » Il leva la bague, et la lumière dorée se refléta dans les profondeurs du saphir. « Épouse-moi encore, Éléanore, en cœur cette fois, et laisse-moi passer les années qui me sont accordées à prouver que je peux entretenir ce que nous faisons grandir ensemble, avec la même patience et la même dévotion que tu m'as montrée. Dis que tu seras non seulement ma duchesse, mais ma femme bien-aimée, ma plus fidèle amie, celle que je choisis librement en sachant tout ce que ce choix signifie. » Eleanor s'agenouilla devant lui, la bienséance oubliée face à une telle dévotion offerte, et elle prit son visage entre ses mains comme elle n'avait jamais osé le faire auparavant. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, Alexander, je t'épouserai encore et encore, à chaque instant qui nous sera accordé. Je te choisis comme tu me choisis, librement, pleinement et pour toujours. » Il lui glissa la bague au doigt, où elle se posa comme si elle y avait toujours appartenu. Puis il l'embrassa avec une tendresse qui parlait de révérence et de promesse, et elle goûta le sel des larmes, sans pouvoir dire si c'étaient les siennes ou les deux, seulement qu'ils étaient ensemble maintenant, en vérité. Deux personnes qui avaient trouvé leur chemin à travers le devoir et la distance jusqu'à ce moment de dévotion authentique, cette reconnaissance que ce qu'ils avaient construit ensemble était plus fort pour avoir été testé et choisi, plutôt que simplement accepté. Et quand ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient à la fois, submergés par la joie simple et profonde de s'être enfin trouvés. Leur retour à Londres eut lieu alors que l'automne peignait la ville dans des tons d'ambre et de rouille, et bien qu'Éléanore sentît l'appréhension lui serrer la poitrine alors que leur voiture roulait dans les rues familières vers la maison de ville, la main d'Alexander couvrant la sienne lui donnait un courage qu'elle n'avait pas possédé lors de sa première entrée dans le monde scintillant et jugeur de la société. La transformation de leur relation était évidente pour quiconque avait des yeux pour voir. La façon dont Alexander l'aidait à descendre de voiture avec tendresse plutôt qu'avec simple courtoisie, comment son regard la suivait avec une dévotion indéniable, les petits contacts inconscients
qui parlaient d'une véritable intimité. Et en quelques jours de leur arrivée, des rumeurs commencèrent à circuler dans les salons et les clubs que le duc et la duchesse d'Ashworth étaient devenus un mariage d'amour, que quelque chose de profond avait changé pendant leurs mois à la campagne. Lorsqu'ils assistèrent à leur premier bal de la saison à la résidence des Weatherby, Eleanor sentit le poids de l'examen minutieux lorsqu'ils furent annoncés, mais cette fois, elle ne marchait pas seule mais avec la présence solide d'Alexander à ses côtés. Sa main au creux de son dos, à la fois protectrice et possessive, d'une manière qui proclamait sa dévotion à quiconque regardait. Lady Pemberton, dont la langue acérée avait infligé tant de blessures lors de cette misérable première saison, s'approcha avec son entourage habituel, son expression calculatrice, alors qu'elle offrait ses félicitations pour leur mariage, avec des mots qui dégoulinaient d'une fausse douceur, puis, avec la cruauté désinvolte dont Éléanore se souvenait trop bien, elle ajouta « Quelle chance que certains parviennent à s'élever si loin au-dessus de leur station naturelle, bien que je suppose que même les filles de marchands peuvent apprendre le vernis avec une motivation et une instruction suffisantes. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Et Éléanore sentit la vieille blessure remonter, alors même qu'elle se préparait à répondre avec la dignité qu'elle avait appris à manier à la fois comme bouclier et comme épée. Mais la voix d'Alexander trancha le moment avec une froideur qui sembla faire chuter la température. « Lady Pemberton, je me vois contraint de corriger une méprise qui semble tourmenter certains membres de la société qui confondent l'ancienneté du nom avec la supériorité du caractère. » Son ton portait l'autorité absolue de sa position, attirant l'attention des invités environnants alors qu'il continuait. « La valeur de ma femme n'a rien à voir avec la fortune ou la station, mais plutôt avec son caractère extraordinaire, sa compassion sincère, son intelligence remarquable et sa capacité à faire preuve de grâce dans des circonstances qui auraient brisé des âmes moindres. Elle m'a appris que la véritable noblesse ne réside pas dans les titres hérités, mais dans la façon dont on traite ceux qui ont moins de pouvoir, et à cette mesure, elle surpasse la plupart de la prétendue élite de cette compagnie, moi-même autrefois inclus. Eleanor vit le visage de Lady Pemberton rougir d'humiliation, alors qu'Alexander lui tournait le dos avec un mépris délibéré, emmenant Éléanore, tandis que les conversations éclataient autour d'eux comme un feu de forêt, et elle sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine, non pas un triomphe, car elle n'avait jamais voulu de vengeance par l'humiliation des autres, mais plutôt une reconnaissance tranquille que la déclaration publique d'Alexander avait été moins une guerre sociale qu'une simple vérité dite sans excuse ni hésitation. Dans les semaines qui suivirent, Éléanore remarqua un changement dans la façon dont la société la recevait. Non pas une acceptation universelle, car il y aurait toujours ceux qui s'accrocheraient aux préjugés et aux définitions étroites de la valeur, mais un respect et même une admiration croissant pour la duchesse qui se comportait avec une dignité tranquille et dont la dévotion de son mari était si évidente qu'elle parlait plus éloquemment que toute défense. Pourtant, Éléanore découvrit, à sa propre surprise, que cette acceptation importait beaucoup moins qu'elle ne l'aurait fait autrefois. Elle assistait aux bals et aux réceptions sociales parce que le devoir l'exigeait, mais son bonheur ne dépendait plus de l'approbation de la société, et quand Alexander se pencha près d'elle lors d'une soirée musicale particulièrement ennuyeuse pour murmurer qu'il pourrait s'éclipser tôt pour rentrer chez eux, elle sentit la joie fleurir dans sa poitrine à la perspective non pas de l'évasion, mais du monde privé qu'ils avaient construit ensemble, la vie qui importait plus que la superficialité scintillante de n'importe quelle salle de bal. Ils partirent ce soir-là, alors que le divertissement se poursuivait, et alors que leur voiture roulait dans les rues éclairées par les lampes vers la maison. Alexander la serra contre lui, et Éléanore posa sa tête sur son épaule,
contente de savoir qu'ils retournaient non pas au devoir ou à l'obligation, mais au partenariat authentique qu'ils avaient cultivé avec tant de patience et de soin, et elle comprit enfin que les sarcasmes à Almax ne l'avaient pas conduite à l'humiliation, mais à quelque chose de bien plus précieux, un amour qui avait été testé, choisi et construit sur la plus solide des fondations. Deux personnes qui se voyaient clairement et choisissaient la dévotion malgré tout. 3 ans s'étaient écoulés comme le tour des saisons qui marque toutes les transformations profondes, et par un matin de printemps, où les fleurs de pommier flottaient dans un air doux de la promesse du renouveau, Éléanore se tenait à la fenêtre du petit salon, regardant une scène qui remplissait son cœur d'une telle plénitude qu'elle se demandait parfois comment une seule poitrine pouvait contenir tant de joie sans simplement éclater de toute cette abondance. Dans le jardin en contrebas, le jardin qui était devenu à la fois le symbole et la preuve de ce que la patience et la dévotion pouvaient cultiver, 2 petits garçons se poursuivaient à travers des sentiers bordés de roses précoces, leur rire clair comme des clochettes, tandis que leur père était agenouillé dans l'herbe avec leur plus jeune, une fille de 18 mois dont les boucles sombres attrapaient la lumière du soleil, alors qu'Alexander lui montrait comment prendre délicatement une fleur dans ses petites mains, qui apprenaient tout juste la différence entre l'émerveillement et le dommage. Éléanore sentit des bras se glisser autour de sa taille par derrière, mais ce n'était pas Alexander, il était en bas avec leurs enfants, mais plutôt l'écho d'un souvenir, le fantôme de la femme qui s'était tenue seule à Almax, se croyant non désirée et indigne, et elle envoya à ce fantôme un message à travers le temps. Tu ne peux pas le voir maintenant, mais les sarcasmes qui te blessent te mènent vers quelque chose de plus beau que tu ne peux l'imaginer. Alexander leva alors les yeux comme s'il sentait son regard, et le sourire qu'il lui adressa contenait une tendresse si sincère qu'elle s'émerveillait encore de la façon dont il s'était complètement transformé de l'homme froid et défensif qui l'avait épousé avec du givre dans la voix et l'hiver dans les yeux, bien qu'elle sût que la vérité était plus complexe, qu'il ne s'était pas tant transformé qu'il avait enfin révélé ce qui avait toujours existé sous la glace protectrice, et que c'était elle qui avait appris à voir clairement, à attendre patiemment, à croire que ce qui semblait gelé n'était en réalité qu'endormi. Elle quitta la fenêtre et se dirigea vers le jardin, entrant dans la lumière du matin qui dorait tout ce qu'elle touchait. Et quand elle rejoignit Alexander, il se leva et la serra contre lui, avec une affection facile, cette intimité désinvolte maintenant si naturelle entre eux qu'elle pouvait à peine se souvenir de la distance prudente de leurs premiers mois, bien qu'elle s'en souvint assez pour chérir ce qu'ils avaient construit par un choix conscient et un soin quotidien. « Te souviens-tu » murmura Alexander contre ses cheveux, alors que leurs enfants jouaient autour d'eux, dans une joyeuse inconscience de tout, sauf de la joie immédiate. Quand tu as commencé à travailler dans ce jardin et que je pensais que tu essayais de me hanter avec le souvenir de ma mère. Éléanore rit doucement, inclinant son visage pour rencontrer ses yeux gris qui avaient autrefois semblé froids comme des tempêtes d'hiver, mais dont elle savait maintenant qu'ils contenaient des profondeurs de chaleur réservées uniquement à ceux qui l'aimaient. Je me souviens de toi regardant depuis la fenêtre comme si j'accomplissais une sorte de sorcellerie plutôt qu'un simple jardinage. Tu accomplissais de la sorcellerie, dit-il sérieusement, bien que l'humour jouât au coin de sa bouche, ramenant les choses mortes à la vie, me faisant ressentir des choses que j'avais juré de ne plus jamais ressentir. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Leur fils aîné, William, accourut alors, réclamant l'attention de son père pour une affaire cruciale impliquant un escargot, et Alexander souleva le garçon avec la force facile d'un homme complètement à l'aise dans son rôle de père, et Éléanore les regarda examiner la créature avec une attention solennelle,
tandis que leur fille trottinait pour s'agripper aux jupes d'Eléonore, et elle souleva l'enfant dans ses bras, respirant cette douceur particulière de cheveux chauffés par le soleil et de confiance innocente. Plus tard, lorsque les enfants eurent été emmenés à l'intérieur pour leur repas de midi, et qu'Eléonore et Alexander marchaient seuls sur les sentiers du jardin, il s'arrêta au banc qui portait l'inscription de sa mère et fit asseoir Éléonore à ses côtés, sa main trouvant la sienne avec la certitude inconsciente d'une longue habitude. « Je suis reconnaissant, dit-il doucement, chaque jour pour cette nuit froide à Almax, où la fille d'un marchand a refusé de détourner le regard d'un imbécile orgueilleux. Je suis reconnaissant pour le désespoir de ton père qui m'a donné une excuse pour te lier à moi-même quand j'étais trop aveugle pour savoir ce que je gagnais. Je suis reconnaissant pour chaque moment de notre voyage, même les plus douloureux, parce qu'ils nous ont amenés ici, à cette vie que nous avons construite ensemble. » Éléonore pencha la tête contre son épaule, le cœur plein de la même gratitude, du même émerveillement de voir à quel point leur froid début avait fleuri en cette chaude abondance, et elle pensa à tous les petits moments qui s'étaient accumulés comme des intérêts composés pour former la richesse de leur bonheur actuel, les livres partagés, les promenades matinales, les conversations qui s'étaient progressivement allongées de minutes en heures, le jardin restauré ensemble, la bague offerte dans la lumière d'automne, les enfants conçus dans un amour sincère plutôt que par simple devoir. Et elle comprit que leur histoire n'avait jamais été une question de vengeance sociale ou de preuve de sa valeur à un monde jugeur, mais plutôt celle de deux personnes blessées, apprenant à faire confiance à nouveau, à être vulnérables à nouveau, à choisir la dévotion malgré la peur et la douleur passée. « Je revivrai tout cela à nouveau, » dit doucement Éléonore, « chaque sarcasme, chaque repas solitaire, chaque moment d'incertitude. J'endurerai tout cela à nouveau, en sachant que cela menait à ceci, à toi, à la vie que nous partageons, et à la famille que nous avons créée. » Alexander tourna son visage vers le sien et l'embrassa avec une tendresse qui avait encore le pouvoir de lui couper le souffle. Et quand il se recula, ses yeux avaient ce regard qu'elle en était venue à chérir par-dessus tout, le regard qui disait qu'elle était vue complètement et aimée entièrement, non pas malgré ses origines, mais en les incluant, non pas pour ce qu'elle pouvait fournir, mais pour qui elle était, dans son essence même. Ils restèrent assis ensemble, alors que la lumière de l'après-midi dorait les feuilles. Deux personnes qui avaient voyagé d'un arrangement froid à un partenariat profond, et Éléonore sut que si elle pouvait envoyer un message à son moi plus jeune, seule au bord de cette salle de bal scintillante, elle dirait simplement « Les sarcasmes ne te définissent pas, et le voyage à travers eux te ramènera à la maison. »